Merci, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entretien sur votre livre qui est juste ici. Donc c'est Iran-Israël, la guerre idéologique de 1979 à nos jours, aux éditions Talendier, qui est paru assez récemment et qui rentre pile dans l'actualité. Et donc il était assez évident de vous poser les questions. On a pris du temps avec ma collègue à lire votre livre, à annoter certains passages comme présenté juste ici. Et donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de faire cela avec nous. Moi, je m'appelle Lina et je suis chargée des projets collaboratifs à l'ESMENA et je débute une carrière de chercheuse également en écrivant des articles et autres. Et donc, je laisse la parole à ma collègue. Et du coup, moi, c'est Maxime et je suis actuellement analyste au sein de l'ESMENA sur la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Voilà. Merci à vous d'avoir pris le temps de lire le livre et de me poser des questions. Merci. Peut-être que je vous laisse le temps de parole de vous présenter assez brièvement pour nos auditeurs qui vous connaissent ou vous connaissent moins. Alors effectivement, oui, je suis Clément Terme, je suis chargé de cours à l'université de Montpellier Paul Valéry. J'ai fait une thèse sur l'histoire des relations irano-russes et ensuite une habilitation à diriger des recherches sur l'histoire des relations irano-américaines. Donc ce livre complète mes recherches précédentes puisque dans la relation irano-israélienne, depuis 1979, il y a un facteur très important qui est la relation avec les États-Unis. Donc il ne s'agit pas d'une relation purement bilatérale, mais il existe une dimension trilatérale avec cette prégnance du facteur américain dans l'évolution des relations irano-israéliennes depuis 1979. Peut-être avant de débuter nos questions d'entretien, vous pouvez peut-être mettre en avant le fait de pourquoi vous avez rédigé votre livre maintenant, pourquoi avoir voulu le faire paraître pendant cette période de guerre, prenant le risque potentiellement d'avoir une volonté de finir votre livre différemment ou autre. Enfin, pourquoi l'avoir écrit maintenant, le publier maintenant, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé également à écrire ce livre? Alors, c'était la suite de mon habilitation à diriger des recherches. Donc, le livre est paru sur Téhéran-Washington, 1979-2025, à l'automne dernier. Et donc, il était pour moi normal, en dépit de l'actualité qui évoluait très rapidement, de le publier à la suite de ce dernier ouvrage. Ensuite, effectivement, la décision de publication a été prise pendant la guerre des 12 jours. Et le déclenchement de la guerre le 28 février a été plutôt une surprise, hein, compte tenu du fait que ce jour premier jour de conflit, d'offensive israélo-américaine, a été déterminé par principalement une information des services de renseignement sur la réunion autour du guide suprême Ali Khamenei à Téhéran, dans son bureau, au premier étage. Donc, il y avait, disons, une décision qui a été prise en fonction d'une volonté de décapiter le régime iranien. Donc, on ne s'attendait pas forcément à cette fenêtre d'opportunité-là. Donc, la décision de publication a été maintenue. Effectivement, on aurait pu reporter la publication du livre pour attendre la fin de la guerre de 40 jours. Mais comme le montre le dernier épisode qui date de hier, finalement, si on attend systématiquement l'épisode suivant, on est sur un conflit qui date de 47 ans. Et je pense que l'intérêt d'un livre comme celui-ci, c'est de dézoomer de la séquence actuelle et de comprendre les forces profondes qui déterminent ces relations irano-israéliennes dans la longue durée. Et donc, pour débuter, on a besoin de refaire une retour de focale sur ce qui a potentiellement permis le 28 février 2026. On oublie assez souvent que l'Iran est un pays qui est né à travers différentes révolutions et manifestations. On l'a vu sous le régime des Pahlavis. Vous le mettez aussi également en avant avec la révolution de 1979. Donc, la rue est un élément principal pour les Iraniens pour manifester leur mécontentement, mais également demander un changement de régime. Or, aujourd'hui, on constate que la révolution islamique est là, malgré ses faiblesses et malgré les différentes révolutions et des manifestations plutôt qu'il y a eu. On voit que le régime faiblit, mais ne s'arrête pas, ne s'effondre pas. Et c'est la raison pour laquelle les dernières manifestations qui ont eu lieu en fin 2025, début 2026, vous avez mis en avant le terme de mettre un terme au régime qui a été demandé par les Américains. Et ça a été un slogan mis en avant par certains Iraniens qui soutenaient en fait cette manifestation-ci, que ce soit en interne ou extérieur, donc issus de la diaspora.
Et ces révolutions-ci, manifestations qui demandaient la fin du régime, se sont plus ou moins arrêtées brutalement avec la guerre du 28 février 2026. Et donc, je vais peut-être laisser la parole donc, à ce moment-là à ma collègue qui vous posera la première question. Alors du coup, la première question, elle porte sur la population iranienne et particulièrement la jeune génération qui n'a pas connu la révolution. Et du coup, face à la crise profonde de légitimité que le régime est en train de traverser, est-ce que la guerre actuelle est l'ultime stratégie de survie du régime et est-ce que l'idéologie révolutionnaire, elle peut aujourd'hui survivre à la mort de son guide? Alors, c'est une bonne question parce que souvent on fait le lien entre les politiques de changement de régime israélo-américaines et la demande de changement qui court à l'intérieur de la société iranienne depuis plusieurs décennies. Donc, certes, en janvier, il y a eu les plus grandes manifestations dans l'histoire de la République islamique, mais ce qui a arrêté le mouvement, ce n'est pas la guerre israélo-américaine, c'est le massacre qui a eu lieu, notamment les 8 et 9 janvier 2026, avec plusieurs dizaines de milliers de morts tués par les forces de sécurité du régime à tir à balles réelles face à leur propre population. Donc, si vous voulez, la question qui se pose en interne, ce n'est pas tellement le rôle des facteurs externes, qui nous préoccupe beaucoup, nous, en Occident, parce que le débat est centré sur le rôle des États-Unis, le rôle d'Israël, parce qu'il y a très peu, finalement, d'accès au territoire iranien pour les chercheurs, pour les journalistes, et donc très difficile de comprendre de l'extérieur les dynamiques internes. Et donc, c'est ce qui explique la surfocalisation sur les facteurs externes qui fait le jeu de la propagande de la République islamique, qui inscrit tous les mouvements de contestation interne dans une grande théorie complotiste, conspirationniste, qui voit la main de l'étranger dans tous les mouvements sociaux en Iran depuis plusieurs décennies. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui relève des dynamiques internes et les facteurs externes. Bien sûr que les mouvements sociaux sont instrumentalisés sur le plan géopolitique, qu'il y a une infiltration sécuritaire des services de renseignement occidentaux au plus haut sommet de l'État de la République islamique, mais cela ne signifie pas pour autant que les mouvements de contestation populaire, qu'il s'agisse du mouvement vert en 2009, des mouvements contre la vie chère et contre la part des religieux, si vous voulez, dans l'économie en 2017-2018, les révoltes contre l'augmentation des prix de l'essence en novembre 2019, les manifestations d'Aban, déjà 1500 morts avec des tirs à balles réelles sur les manifestants, une première coupure nationale d'Internet déjà en 2019, qui montre aussi la volonté du régime de contrôler le narratif sur les mouvements de contestation interne. Ensuite, le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022-2023, plus de 500 morts. Le guide suprême Ali Khamenei a été accusé par les Nations Unies de crimes contre l'humanité pour la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et donc ensuite, ce mouvement de janvier 2026. Donc on voit qu'il n'y a pas de lien direct entre la politique des États-Unis ou la politique d'Israël et le déclenchement de mouvements sociaux en Iran, parce qu'en 2009, il y avait le président Obama qui tendait la main aux dirigeants de la République islamique, qui renonçait aux stratégies de changement de régime de George W. Bush et ses projets de rapprochement et de réconciliation entre les États-Unis et la République islamique ont justement échoué en raison du mouvement populaire interne en Iran. Et d'ailleurs, le président Obama a regretté de ne pas l'avoir soutenu dans ses mémoires, dans ses différentes déclarations a posteriori. Donc on voit que les États-Unis essayent de s'adapter face au contexte interne iranien, mais que la priorité en fait des grandes puissances et des Européens également n'est pas la situation interne en Iran ou la contestation populaire interne en Iran, mais le dossier nucléaire, le programme balistique et drone, les réseaux d'influence de l'Iran. Et donc, la question de la répression des mouvements sociaux ou de leur analyse, en fait, dans la politique internationale, cette question-là n'a pas une place fondamentale. Et c'est d'ailleurs tout le problème, parce que le nucléaire, notamment, agit comme un prisme déformant sur notre compréhension de l'Iran contemporain depuis les années 2000. Il faut savoir qu'en Iran, avant le début des années 2000, on ne parlait pas du tout de la question nucléaire, c'était un sujet interdit, parce que le programme était secret. Il a été repris en 82-84 pendant la guerre Iran-Irak. Et donc, c'est un sujet depuis relativement récemment, parce que pendant près de la moitié de son histoire, la République islamique n'a jamais parlé de la question nucléaire. Et ce surgissement, si vous voulez, du facteur nucléaire surdétermine notre perception de la situation interne en Iran et la question de la diplomatie
ou de la guerre pour résoudre les conflits entre l'Iran et l'Occident depuis 1979. Pour faire un peu aussi un petit bond sur la situation interne qui a un impact sur la situation externe, et là c'est mon point le plus important qui est le détroit d'Ormuz. On a des questions légales qui se mettent en avant sur le fait que l'Iran viole le droit international en voulant rendre le détroit d'Ormuz payant, enfin le passage payant, donc le rendre plus économique. Mais en même temps, l'Iran s'appuie sur le fait qu'en interne, ils ont adopté des lois nationales qui leur permettent d'agir de différentes façons à l'égard du détroit d'Ormuz, ce qui pose aussi un conflit légal entre le droit international et le droit interne, à savoir la question de souveraineté et la question aussi du respect du droit maritime, qui est un point assez culminant et important. Et c'est un point aussi qui est mis en avant avec la question d'Oman, donc qui intervient beaucoup plus tard et qui n'est pas non plus mis en avant assez souvent, hormis avec Donald Trump qui avait suggéré d'attaquer Oman si Oman ne se positionnait pas correctement lors de ce conflit. Et donc, par rapport à ça, on voit qu'on a l'Iran qui est affaibli dans un sens où affaibli sur le plan économique et le plan interne avec des destructions, mais aussi sur le coût de la guerre. L'Iran n'est pas le seul à être affaibli sur ce point-ci. On voit aussi des États-Unis où la question monétaire est remise en avant dans les discussions politiques et sociales, où la guerre a un coût. Et c'est aussi le cas avec Israël, qui est sur plusieurs fronts, notamment avec le Liban et l'Iran, avec ces dernières attaques qui se sont déroulées cette semaine. Donc on voit que l'Iran essaye de jouer sa survie, entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce qu'il y a d'autres facteurs, et menace une sorte de régionalisation du conflit. Donc à chaque escalade, qui ont tendance à attaquer soit leurs installations gazières ou alors nucléaires, et toute autre ressource économique et énergétique du pays. Et en attaquant, donc en ripostant, en attaquant soit le territoire qui a violé leurs attaques, donc principalement Israël, ou alors les bases américaines présentes dans la région. Et en fait, l'Iran joue le jeu de prendre le contrôle sur l'économie mondiale avec le fameux détroit d'Ormuz. Et on voit que c'est aussi un enjeu qui a toujours été utilisé par le passé, notamment très récent avec les Houthis, sur le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge. Et donc, on a l'Iran qui joue le jeu de fermer le détroit d'Ormuz, l'ouvrir partiellement, autoriser certains passages, refuser certains passages, demander à ce qu'il y ait un droit de passage, un droit de paiement de passage, etc. Et vous avez noté également que cette stratégie risque d'élargir la coalition des États désireux de contenir sa puissance et de neutraliser sa capacité de nuisance. Selon vous, quelle reconfiguration cet isolement peut-il engendrer et comment reconstruire une forme de confiance sécuritaire dans la région en prenant en compte tous ces éléments-ci? Alors effectivement, oui, la question du détroit d'Ormuz avait été anticipée parce qu'on parle d'un conflit, si vous voulez, avec l'Occident depuis les années 2003-2004. C'est-à-dire 2003, c'est la guerre d'Irak, et en 2004, on disait après l'Irak, l'Iran. Donc dès 2004, vous avez déjà des études qui anticipent la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran à travers des mines. Ce qui est nouveau, qui n'a pas été anticipé par rapport aux études qui étaient produites à l'époque, c'est l'utilisation des drones et des missiles pour dissuader les bateaux de circuler dans le détroit. Mais il n'y a effectivement aucune surprise sur cette conséquence de l'offensive israélo-américaine. Ensuite, ce qu'on peut dire sur le pari risqué finalement de la République islamique d'Iran de mettre sa menace à exécution, parce que effectivement la menace existait, mais mettre en œuvre cette menace a un coût. Ça a un coût économique pour l'Iran, avec des pertes aujourd'hui entre 400 et 500 millions de dollars par jour liées au blocus maritime américain qui répond de manière quasi automatique à la perturbation du trafic dans le détroit d'Ormuz par les gardiens de la Révolution et leur marine. Vous avez aussi un coût dans les relations avec les pays voisins, puisque aucun des pays voisins de l'Iran n'accepte finalement les conditions de la République islamique, même si vous avez quelques accords avec des navires irakiens ou des navires qatariens, mais les États-Unis peuvent ensuite les empêcher de quitter le détroit d'Ormuz. Donc même ceux qui acceptent de payer un péage peuvent être ensuite reconduits par les forces maritimes américaines. Et en plus, vous avez la question des sanctions. Peu finalement de navires marchands peuvent se permettre de s'exclure du commerce en dollars, etc. Donc, à moyen, à long terme, si vous voulez, cette mesure est contre-productive pour les intérêts de l'Iran, qui ne sont pas les intérêts de la République islamique. Ce n'est pas la même chose. Effectivement, la République islamique a joué, si vous voulez, sa dernière carte avec le détroit d'Ormuz, puisque
le réseau d'influence était affaibli, même si le Hezbollah aujourd'hui combat au sud du Liban. La perte de Bachar al-Assad, la perte de la Syrie en décembre 2024 a été quand même un recul stratégique majeur pour la République islamique et son réseau d'influence. La fin du corridor terrestre, vous avez aussi la question des Houthis au Yémen, des milices en Irak qui hésitent aussi entre le partenariat avec les États-Unis, la survie économique du pays et l'allégeance idéologique au projet de la révolution islamique. Donc la situation au niveau régional est celle d'un effritement finalement de l'influence. Et donc la dernière carte qui était celle de la République islamique, de jouer la carte de la position géographique du pays en tirant un bénéfice à court terme de perturbation sur l'économie mondiale. Mais ce qu'a sous-estimé la République islamique, c'est la capacité de l'administration Trump à absorber les chocs. Parce que certes, il y a des effets sur le prix de l'essence aux États-Unis, peut-être des effets sur les élections de mi-terme en novembre, mais le président américain est très âgé, il ne va pas se représenter lors des prochaines élections dans 2 ans. Donc, il est un président en fin de carrière. Donc, les effets sont extrêmement limités, tandis que du côté de la République islamique, les conséquences sont très importantes en raison du blocus maritime américain et aussi des représailles, en plus du détroit d'Ormuz, qui ont été celles des tirs sur les terminaux pétroliers, par exemple omanais ou émiratis, en sachant que c'était les moyens pour les pays voisins de contourner le détroit d'Ormuz. Donc, en ciblant aussi ces installations-là, la République islamique aussi a créé une crise de confiance pour l'avenir et donc va encourager des voies de contournement qui existent depuis la guerre Iran-Irak des années 80, parce qu'encore une fois, la situation n'est pas complètement nouvelle, mais on va voir des voies de contournement qui vont voir leur capacité augmenter au cours des prochaines années. Alors ça prendra du temps, effectivement, mais on est dans cette situation où les voisins de l'Iran, tant que la République islamique survit, vont chercher à contourner la capacité de nuisance de leurs voisins. Et donc, il va y avoir une perte de la République islamique d'exercer une pression sur l'économie mondiale à travers le détroit d'Ormuz ou des frappes sur les pays voisins. On l'a vu il y a quelques jours, les frappes sur le Koweït et le Bahreïn n'ont pas produit un effet considérable sur le prix du pétrole, qui stagnait au-dessus de $90, parce que les États-Unis sont capables de contourner de plus en plus le blocus maritime des gardiens de la Révolution et faire sortir des quantités de pétrole assez importantes à travers le détroit de manière informelle. Donc là, il va y avoir aussi un obstacle pour la République islamique. C'est pourquoi ils ont recours à leur entente avec les Houthis au Yémen et la volonté de perturber aussi le trafic maritime dans Bab el-Mandeb, l'autre détroit, pour avoir un effet sur l'économie mondiale. Donc, si vous voulez, cette décision de perturber le trafic maritime international dans le détroit d'Ormuz a un effet à court terme, mais à moyen, long terme, la République islamique ne peut pas maintenir, si vous voulez, cette capacité de perturbation dans la longue durée. Donc, certes, la solution militaire côté américain est compliquée à mettre en œuvre. Il faudrait un contrôle des rives iraniennes du détroit d'Ormuz pour empêcher les lanceurs de drones de perturber le trafic. Donc, il y a aussi une difficulté côté américain, mais il y a aussi cette incapacité iranienne dans la longue durée de gérer à la fois les tensions avec les pays voisins, la survie économique du pays, parce qu'il faut rappeler que les Émirats arabes unis sont le principal partenaire économique de l'Iran, la principale voie de contournement des sanctions, 27 milliards de commerce en 2025, donc, et des investissements considérables, des entreprises, des gardiens de la révolution. Donc, on voit déjà, par exemple, dans l'importation de médicaments, beaucoup de matières premières sont stockées dans des ports aux Émirats et il y a des pénuries de médicaments très importantes en Iran. Donc, en tout cas, le coût pour la population iranienne des choix idéologiques du régime est extrêmement important. La question pour la République islamique et la différence avec les États-Unis notamment, c'est que le régime pratique le quoi qu'il en coûte diplomatique. C'est-à-dire que, certes, ils sont intransigeants dans les négociations, mais à un coût économique astronomique pour la population iranienne. Alors du coup, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, qui est l'affaiblissement et l'effritement de l'axe de la résistance mis en place par l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Et du coup, l'un des constats qu'on peut effectuer, c'est que le 7 octobre a acté l'échec de cette dissuasion indirecte envers Israël, entraînant du coup un passage à une stratégie d'escalade progressive qui est passée donc d'abord par la neutralisation de ces proxys
au niveau de la stratégie israélienne. Ensuite, on a donc le régime syrien qui est tombé, comme vous l'avez expliqué. Et ces événements ont préparé le terrain du coup à une guerre ouverte. Et certains observateurs soulignent aujourd'hui que les composantes de cet axe de la résistance tendent à se recentrer sur des agendas nationaux et locaux plutôt que plutôt que de disparaître totalement. Et donc, on se demande si cet affaiblissement de la tutelle iranienne produit paradoxalement donc, des acteurs plus autonomes et plus imprévisibles, et si cet axe de la résistance est en train de se fragmenter ou en train de se réinventer. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux niveaux, c'est-à-dire le niveau des organisations elles-mêmes, les structures politiques qui sont financées, soutenues par la République islamique d'Iran, et notamment le Hezbollah libanais, parce que par exemple, le Hezbollah libanais n'a pas participé lors de la guerre de 12 jours, en juin 2025, mais à la suite de l'élimination du guide suprême, qui est aussi le guide des partisans du Hezbollah libanais, puisque c'est une figure religieuse transnationale, l'ayatollah Ali Khamenei, feu ayatollah Ali Khamenei, il a déclenché quand même une participation du Hezbollah à la guerre iranienne contre l'axe israélo-américain. Donc là, on a vu l'effet inverse, c'est-à-dire que le Hezbollah s'est impliqué, et ça explique aussi également le fait que hier et avant-hier, la République islamique ait frappé le territoire israélien pour soutenir son allié libanais du Hezbollah, parce que le Hezbollah avait soutenu la République islamique après l'élimination du guide. Donc on voit des dynamiques, au contraire, au niveau des infrastructures, si vous voulez, des orientations politiques, en tout cas, pour le Liban, pour le Yémen, avec les Houthis également. On voit que les Houthis ont tiré 2 missiles sur Israël et vont s'engager à perturber le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, en particulier les bateaux israéliens. Donc on voit qu'il y a un soutien très fort à la République islamique, avec cette idée que seule la République islamique peut contrebalancer la puissance militaire israélienne. Mais ces choix-là, idéologiques, sont de plus en plus contestés à l'intérieur des pays. C'est-à-dire que l'État central libanais désigne maintenant le Hezbollah comme un problème interne au Liban, négocie un cessez-le-feu directement avec Israël en l'absence du Hezbollah. Donc, il y a aussi au Yémen une contestation des Houthis. Donc, ces mouvements ne suscitent pas l'adhésion massive des populations. Et donc, ce qu'on peut remarquer dans la longue durée, si vous voulez, de la structuration de ce réseau d'influence, c'est que 47 années d'idéologie transnationale de l'ayatollah Khomeini et de l'ayatollah Khamenei, père et fils désormais, n'ont pas gommé, si vous voulez, les identités ethniques, nationales, locales. Donc, finalement, ce projet transnational se heurte à la permanence des sentiments nationaux, panarabes, et donc, il y a aussi des limites à cette influence iranienne. Et contrairement à une idée reçue, l'influence iranienne a toujours été beaucoup plus forte au Cachemire indien, au Pakistan et en Afghanistan par rapport au monde arabe. Mais en France, c'est vrai qu'on a un prisme sur ce qu'on appelle improprement le monde arabo-musulman. Alors que les Turcs ne sont pas arabes, les Iraniens ne sont pas arabes, les Afghans ne sont pas arabes, les Pakistanais ne sont pas arabes. Mais ça, c'est un problème franco-français, je dirais. Mais c'est un prisme déformateur, là aussi, comme le nucléaire, qui ne permet pas de comprendre que ce réseau d'influence a toujours été beaucoup plus fort au Pakistan, et en Inde et en Afghanistan, et on le voit là, lors des cérémonies de deuil pour l'ayatollah Ali Khamenei, le soutien au Cachemire est très important. Il est beaucoup plus populaire, si vous voulez, dans ces zones-là. D'ailleurs, les deuxième et troisième communautés chiites au monde sont au Pakistan et en Inde. Elles ne sont pas du tout au Levant. Donc il y a aussi cette incompréhension, je pense, vue d'Occident, sur les soutiens populaires à la révolution islamique, qui ne nous a pas permis aussi de comprendre quelles étaient les forces et faiblesses de ce réseau d'influence. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire dans les années 2010, les médias occidentaux ont surestimé la puissance de cette configuration, si vous voulez, régionale, cette influence régionale de l'Iran, sans voir les faiblesses et les vulnérabilités. Et là, au contraire, je pense qu'on est en train de sous-estimer la résilience, comme on le voit avec le rôle du Hezbollah dans la guerre en cours, ou avec la participation des Houthis dans la réponse qui est apportée aux frappes israéliennes sur l'Iran. Vous avez évoqué la question des milices avec ma collègue Maxime, et vous avez parlé aussi du fait qu'il y a un sentiment identitaire et ethnique qui prend le dessus beaucoup plus rapidement ces derniers temps.
Je sais pas si, enfin, je pense que c'était un événement qui a été assez majeur, enfin, qui a été très majeur en France, puisqu'il y a eu l'attaque contre les positions françaises en Irak par une milice Ashab al-Haq, je crois que c'est cette milice-là, qui donc faisait partie du panorama du Kataeb Hezbollah, donc qui est le Kataeb Hezbollah qui est donc en Irak, et c'est pas du tout le Hezbollah libanais dont on entend assez souvent parler. Et on voit en fait qu'il y a aussi une fracture au sein des groupes miliciens, particulièrement en Irak, du fait qu'il y en a certains qui prêtent allégeance à la Velayat al-Faqih, donc à l'Iran directement, et d'autres qui ne prêtent pas allégeance directe, enfin, qui soutiennent l'Iran, mais qui ne prennent pas au conflit parce qu'ils n'ont pas adopté cette idéologie du Velayat al-Faqih. Et c'est ceux qui ont une mouvance beaucoup plus sadriste, qui soutiennent beaucoup plus le père de Moqtada al-Sadr, qui est donc le fondateur de cette idéologie-ci. Et donc, on voit une fracture aussi au sein de l'Irak par rapport à ces différents groupes de milices. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette supposée idée que la milice qui a attaqué donc, les positions françaises était juste une sorte de miroir, une milice vide, sans queue ni tête, qui est juste une création pure et dure du Kataeb Hezbollah pour pouvoir détourner en fait l'attention du gouvernement irakien sur les attaques qu'ils ont pu mener pour plus ou moins faire entrer l'Irak au conflit et défendre la cause iranienne. Est-ce que selon vous, cette mauvaise, peut-être pas mauvaise, mais cette incompréhension de la question des milices est de plus en plus mise en lumière aujourd'hui, notamment avec cet exemple irakien, mais on peut prendre d'autres exemples avec les milices syriennes, libanaises et autres. Enfin, quel est votre point de vue dessus? Vous avez effleuré le sujet également dans votre livre, donc j'aurais aimé avoir un peu plus de précision s'il est possible de parler un peu plus de cette division milicienne dont on a du mal à cerner. Oui, tout à fait, vous avez raison. Au-delà des différences entre les organisations, une fois de plus, au niveau de l'opinion publique également, on l'a vu dans les soulèvements en Irak en 2019, notamment dans le sud irakien, de contestation de cette influence régionale avec des slogans anti-iraniens dans les manifestations. La même chose au Liban, à l'automne 2019. Alors c'est vrai que ces mouvements sociaux qui rejetaient cette influence idéologico-sécuritaire de la République islamique se sont éteints progressivement en raison de la pandémie de Covid ensuite et de la reprise en main par les gouvernements centraux. Mais c'est une idée simple finalement, il n'y a pas de rêve iranien au Moyen-Orient. C'est-à-dire il peut y avoir parfois une adhésion au récit officiel de la République islamique, anti-israélien, à l'opposition à l'influence régionale israélienne, mais ce n'est pas un modèle positif, ça n'a jamais été un modèle positif, c'est ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est-à-dire que personne ne rêve dans la jeunesse du Moyen-Orient d'aller faire ses études à l'université de Téhéran. Donc il faut vraiment comprendre que c'est ce que Olivier Roy et Ferhat Khosrow-Khavar appellent le post-islamisme. Donc c'est vrai que la région est entrée dans une ère post-islamiste au niveau des individus. Alors effectivement, les organisations parfois sont en décalage avec les aspirations majoritaires, mais il n'y a pas de volonté, si vous voulez, de rejoindre par exemple le combat iranien au niveau régional contre Israël. On n'a pas vu de manifestation massive en soutien aux tirs de missiles iraniens contre Israël ces dernières années au niveau régional. Au contraire, en Syrie, on a vu que la seule ambassade qui avait été attaquée, c'était l'ambassade iranienne en décembre 2024. Donc on est quand même dans une situation où le modèle est en crise. Donc il n'y a pas d'adhésion ou de rêve iranien au niveau de la région. Alors ensuite, dans le cas de l'Irak, effectivement, vous mentionnez cette structuration du mouvement milicien. Je pense qu'il y a une dimension qui est très importante, c'est la dimension économique. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui sont devenues des géants économiques également, un peu comme les gardiens de la révolution en Iran, qui sont à la fois des acteurs économiques, politiques, idéologiques et sécuritaires. Là aussi, je pense que l'enrichissement de ces milices, le fait que ces milices sont devenues en quelque sorte des oligarques locaux, qui génèrent quand même des business à plusieurs millions de dollars, la peur de perdre ces avantages économiques l'emporte sur l'engagement idéologique pour une idéologie transnationale. Donc c'est aussi le fait de l'enrichissement de ces groupes, du fait de la rente pétrolière en Irak, qui crée cette situation particulière, je pense, de prise de distance, en fait, de volonté de l'écosystème politique de ne pas être entraîné dans le conflit irano-américain ou israélo-américain.
Mais on voit aussi une grande vulnérabilité du territoire irakien, puisqu'on a révélé qu'il y avait 2 bases israéliennes qui étaient sur le territoire irakien. Ensuite, vous avez la question aussi dans la province kurde, qui est particulière, avec encore hier des frappes des gardiens de la révolution sur les mouvements d'opposition iraniens qui sont dans cette province du nord de l'Irak. Donc c'est vrai que l'Irak a la mémoire, si vous voulez, de la guerre Iran-Irak, à cette frontière quand même, donc doit gérer ses relations avec son voisin, des intérêts aussi économiques qui sont parfois liés avec l'Iran, mais avec l'administration Trump, ce qui a changé, c'est que la pression américaine est très forte, si vous voulez, sur les acteurs, et notamment la question de l'accès au dollar, et donc des sanctions qui limitent, si vous voulez, aussi, là il y a un facteur externe important, qui limite aussi l'influence régionale de l'Iran en Irak désormais, tant que l'administration Trump est au pouvoir à Washington. Et on voit même dans le choix du Premier ministre, hein, les Américains jouent un rôle. Donc il y a des listes de personnalités qui sont considérées comme trop proches de l'Iran, qui ne peuvent pas accéder à cette fonction. Donc c'est vrai que l'Irak est pris dans ce grand jeu régional, et du fait de l'enrichissement du développement de la production pétrolière et des exportations de pétrole, il y a aussi une volonté désormais de préserver cette richesse et ne pas être entraîné dans des projets idéologiques qui dépassent totalement les intérêts nationaux de l'Irak. Et donc, tous ces épisodes militaires successifs, ils constituent au fur et à mesure à l'érosion, de l'ordre international qui est, lui, fondé sur des règles au profit, du coup, d'une logique de puissance et d'une domination, justement, des rapports de puissance. Et on se demande du coup comment est-ce que vous analysez le positionnement des États arabes du Golfe, qui sont pris d'une part entre leur méfiance envers l'Iran au vu de la crise de confiance qu'on a évoquée précédemment, et d'un autre côté, ils sont également face à un malaise au vu de l'escalade israélienne qui éloigne toute perspective de règlement de la question palestinienne. Et donc on se demande s'il y a encore de la place pour une architecture de sécurité négociée. On se pose également des questions sur les appels récents de Donald Trump à la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et le Qatar avec Israël. Et du coup, on aurait aimé avoir votre point de vue sur ces questions aussi. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Est-ce que vous voulez que je réponde à la question? Oui, allez-y, parce qu'on a été déconnectés, donc on s'est remis dans l'appel. Pas de souci. Donc oui, sur cette question des États de la péninsule arabique et de leur perception, si vous voulez, de l'effondrement de l'ordre international et de le double défi de l'influence régionale iranienne et de la puissance militaire israélienne. D'abord, le premier point, c'est de dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans cette crise de la gouvernance internationale, parce qu'il faut rappeler qu'en 1980, l'Irak de Saddam Hussein a envahi le territoire de l'Iran et que le Conseil de sécurité n'a pas condamné. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui une invasion à grande échelle d'un État souverain, un peu comme la Russie l'a fait en Ukraine, si vous voulez. Et donc, au contraire, le régime de Saddam Hussein était soutenu par la France, l'Allemagne, dans une bonne mesure par les États-Unis, et l'Union soviétique. Donc, cette crise de gouvernance n'est pas nouvelle. Donc, on est dans cette situation, si vous voulez, où les guerres préventives existent, donc, parce que la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran a été présentée comme une guerre préventive déjà en 1980. Elle était totalement en dehors du droit international, mais à partir du moment où un membre ou plusieurs membres du Conseil de sécurité ont une relation, sinon d'alliance, en tout cas de partenariat avancé avec cet État-là, le double standard, si vous voulez, en droit international a toujours existé, existera toujours pour tout le monde. Alors, je ne pense pas que les pays de la région soient extrêmement surpris par l'existence d'un double standard en droit international. La question qui est posée aujourd'hui, c'est celle, au contraire, de l'effondrement de l'ordre hégémonique américain au Moyen-Orient. C'est-à-dire dans les années 90, notamment après la première guerre du Golfe en 1991, jusqu'en 2003, on avait un ordre hégémonique américain au Moyen-Orient, et ensuite, à partir de 2003, l'émergence d'un ordre multipolaire
au Moyen-Orient. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette diversification des partenariats, avec par exemple le pivot russe dans la région, le fait que la Russie est capable d'entretenir de bonnes relations avec l'ensemble des pays de la région, la montée en puissance de la Chine. Et donc, les pays de la région, pour répondre à ce défi de la fin du mythe, si vous voulez, de la puissance hégémonique bienveillante des États-Unis, répondent par une diversification des partenariats et, par exemple, ne veulent pas choisir entre la Chine et les États-Unis dans la rivalité sino-américaine. Ensuite, sur la question de la guerre d'Ukraine, par exemple, les pays de la région étaient très présents au Forum économique de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu ces derniers jours, parce qu'ils ne veulent pas non plus rentrer dans ce conflit russo-occidental et considèrent la guerre d'Ukraine comme une guerre régionale. Donc, ils ont aujourd'hui une forme d'équilibre positif, si vous voulez, dans leurs relations internationales, et ils s'efforcent de répondre à la crise de l'ordre international par le multi-alignement. Ensuite, sur la question de l'influence iranienne par rapport à l'influence israélienne, c'est vrai que les accords d'Abraham ont été un moment de la première administration Trump, du point de vue américain et du point de vue du président Trump, un succès ponctuel. C'est pourquoi il en a reparlé récemment. C'est pas tellement qu'il croit que les accords vont s'étendre. Dans le contexte actuel, cela semble improbable, mais plutôt pour défier ses rivaux démocrates et montrer que c'est lui qui a enclenché ce processus qui est favorable aux intérêts nationaux américains. Parce que du point de vue de la puissance américaine, il y a un intérêt à ce que l'ensemble des alliés de la région s'entendent, comme c'était le cas à l'époque du Shah d'Iran. Vous aviez l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël, qui étaient tous dans le camp américain. À l'époque, c'était simplement Nasser ou la République arabe de Syrie qui était plus proche de l'Union soviétique. Donc, il y a cette volonté d'avoir cette politique régionale cohérente, mais c'est un objectif qui semble extrêmement lointain parce que, comme vous l'avez dit, la question palestinienne n'est pas résolue et autant les opinions publiques arabes ne sont pas pro-iraniennes, ça on l'a clairement vu, et notamment par rapport au régime iranien, mais la question palestinienne reste centrale encore dans ces opinions publiques et ne permettent pas à leurs dirigeants, si vous voulez, à tous en tout cas, puisque les Émirats ont déjà fait le pas et le Royaume du Bahreïn également, de souscrire à cet agenda américain. Donc face à ces risques nouveaux, l'idée, je pense, des États du Golfe est partagée par les chancelleries européennes et de renforcer les gouvernements centraux, c'est-à-dire l'État central au Liban, l'État central en Syrie, éviter la fragmentation, de même en Irak, on l'a vu avec le territoire qui a été utilisé sans l'accord des autorités irakiennes par Israël. Donc on voit que le vide politique va permettre, si vous voulez, à Israël ou à l'Iran d'utiliser ces espaces pour une confrontation qui n'est pas conforme aux intérêts nationaux de ces pays. Donc la politique qui est suivie, c'est celle de la distanciation par rapport au conflit, préserver la prospérité économique et la stabilité économique politique de la région. Mais en même temps, du fait de la présence des bases américaines dans la zone, la République islamique pose une condition, si vous voulez, à l'établissement de relations de bon voisinage depuis 47 ans, c'est la fin des alliances entre les États de la région et les États-Unis. Donc c'est une précondition pour avoir des relations positives avec la République islamique d'Iran. Donc ça, c'est inacceptable du point de vue des États de la région, puisque dans leur prospérité économique, il y a la question du système financier américain et de l'accès au dollar. Donc, il y a une complémentarité économique qui perdure quand même s'il y a des intérêts stratégiques ou des analyses différentes entre les États-Unis et les Arabes par rapport au conflit israélo-palestinien. Et on va vous poser nos deux dernières questions. Donc, je vais me permettre de vous poser l'avant-dernière et ma collègue juste après la dernière. Dans votre livre, vous avez mis en avant une idée d'escalade méthodique du conflit opposant donc l'Iran et Israël. Tout d'abord, vous avez étudié assez longuement les premières frappes qui ont été assez directes et brutales, donc les frappes d'avril 2024, où l'Iran a réussi donc à imposer sa frappe sur le territoire israélien. Et c'est perçu comme étant une sorte de test de ses capacités militaires, à savoir si l'Iran serait capable de pouvoir potentiellement changer la donne moyen-orientale ou du moins déstabiliser les forces israéliennes.
Vous avez ensuite mis en avant celles d'octobre 2024 qui ont qui ont en soi désorganisé la chaîne de production balistique, en l'occurrence, et qui ont préparé le terrain potentiellement à la guerre donc, des 12 jours qui se sont déroulées donc, en 2025, l'année qui a suivi, et qui précède donc également celle de février 2026. Au regard de cette progression constante, la guerre actuelle doit être lue comme l'aboutissement de la stratégie israélienne ou d'une simple étape transitoire visant à préparer une opération plus décisive, sachant qu'on a vraiment l'Iran qui attaque directement le territoire israélien, donc on a une fragmentation du dôme de fer. On a Israël qui réussit également avec son allié américain à attaquer l'Iran, à faire également de nombreux dégâts. Et l'un d'entre eux est également sur sa question des proxys et de ses alliances avec l'assassinat de Hassan Nasrallah, la destruction du QG du Hezbollah. On a aussi donc les avancées d'Israël au sud du Liban. On a aussi donc des destructions sur les zones assez à risque et importantes de production nucléaire iranienne. Mais on a l'Iran qui a réussi à attaquer Tel Aviv et d'autres endroits en fait qui se trouvent au sein du territoire israélien. Et on a eu une nouvelle escalade aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu, enfin, il y a quelques jours, malgré le cessez-le-feu entre Israël qui attaque l'Iran et l'Iran qui riposte. Donc, selon vous, quelle serait pourquoi décrire cela comme étant une escalade méthodique? Est-ce que cela répond à une idéologie qui est assez longue et formée de la part de l'Iran et aussi d'Israël? Et quelles seraient, selon vous, les prochaines étapes à suivre, particulièrement entre l'Iran et Israël? Et je laisse donc ma collègue vous poser la dernière question pour tout regrouper ensemble. Et du coup, la dernière question, ce serait de savoir quels seraient les points essentiels de votre livre à retenir pour cette confrontation entre l'Iran et Israël et pour réussir à le comprendre sur un temps long et pas uniquement sur les événements récents dus aux opérations militaires. C'est deux bonnes questions, donc je vais essayer d'y répondre en même temps. Donc, en fait, vous avez deux grilles de lecture parmi les protagonistes au conflit. Vous avez une grille de lecture, en fait, qui va faire remonter le conflit à 1979. Donc, ça, c'est la grille privilégiée par l'administration Trump et les autorités israéliennes, qui montre, en fait, qu'avant la révolution islamique, et c'est l'intérêt du livre, c'est de revoir la longue durée de l'histoire, l'Iran et Israël avaient de relations qui peuvent être qualifiées de partenariat pragmatique. De la fondation de l'État d'Israël jusqu'à la Révolution. Et c'est vraiment les révolutionnaires roménistes qui ont décidé la fermeture de l'ambassade d'Israël d'abord et la fermeture de l'ambassade des États-Unis ensuite. Donc l'escalade, de ce point de vue-là, date de cette époque. Et c'est ce que les juristes appellent l'intensité conflictuelle. Donc ce livre permet de comprendre cette intensité conflictuelle qui précède les cycles de confrontation plus contemporains que vous avez mentionnés. Donc effectivement, en droit international, c'est une guerre illégale parce que les juristes ne prennent pas en compte ni l'intensité conflictuelle, ni le rôle du réseau d'influence. Donc tout ce qui est les frappes des Houthis, les frappes du Hezbollah, les milices chiites en Irak également, ne sont pas prises en compte par les juristes parce que ce ne sont pas des acteurs étatiques. Donc c'est pourquoi cette intensité conflictuelle doit être comprise pour avoir une approche, disons, complexe des enjeux et les causes immédiates et les causes lointaines également. Et donc la deuxième grille de lecture ne s'intéresse pas à cet arrière-plan historique et fait commencer l'histoire au 7 octobre et inscrit, ce qui est intéressant également. Les deux grilles sont complémentaires, effectivement. Donc c'est comme ça qu'il faut le considérer, à mon avis. Et inscrivent, si vous voulez, les affrontements, les cycles d'affrontements israélo-iraniens dans la continuité des actions militaires israéliennes au Liban, au Yémen et en Syrie, qui ont conduit à la chute de Bachar al-Assad. Et donc ne prennent pas en considération la longue durée de l'histoire irano-israélienne. Donc je pense que en lisant ce livre, on se rend compte que le conflit n'est pas inéluctable, mais que l'émergence d'un régime idéologique à Téhéran en 1979 a conduit à l'existence de ce conflit. Et donc, on voit les différentes étapes du conflit de l'ombre aussi, les années précédentes dont on n'a pas parlé, les années 80 aussi, l'affaire Iran-Contra, la guerre Iran-Irak. Et on voit que finalement, l'élément décisif dans l'escalade, ça a été la chute du régime de Saddam Hussein, qui était l'ennemi principal d'Israël. Et une fois que Saddam Hussein n'était plus là, à partir de 2003, à la fois l'Iran
va avoir ce corridor terrestre du territoire iranien jusqu'au territoire libanais, et donc va devenir une menace en termes militaires, parce qu'une autre caractéristique de ce conflit, c'est la longue distance. 1500 à 2000 km de distance entre le territoire iranien et le territoire israélien. Et donc cet événement-là, la chute de Saddam Hussein va créer une proximité géographique du point de vue iranien à travers le Hezbollah libanais avec Israël. Et l'autre élément, ça va être l'émergence de la question nucléaire à partir des années 2000, donc c'est un phénomène assez récent, mais qui va jouer un rôle aussi, puisque les États-Unis vont se saisir aussi de cette question nucléaire pour combattre aux côtés d'Israël. Et on voit la centralité de cette question encore aujourd'hui dans les négociations irano-américaines. Et peut-être le dernier élément, c'est de voir aussi la seule fois où l'Iran, depuis 1979, a réussi à diviser les États-Unis et Israël, c'était en 2015, au moment de l'accord sur le nucléaire d'Obama. C'est le seul exemple de succès de division de l'alliance israélo-américaine par la République islamique d'Iran, parce qu'Israël est opposé à cet accord. Donc, on va voir, c'est important comme exemple historique, parce qu'aujourd'hui, on entend aussi des récits dans cette relation triangulaire qui sont différents aux États-Unis et en Israël. Mais le conflit va perdurer tant que la République islamique existera, parce que, si vous voulez, l'objectif qui est poursuivi par la République islamique, c'est le changement de régime en Israël, la destruction d'Israël, et l'objectif qui est poursuivi par Israël, c'est le changement de régime en Iran. Et donc ces objectifs-là ne peuvent pas être obtenus par la force militaire seulement en raison de la distance géographique entre les deux pays. Il n'y a pas de possibilité d'affrontement terrestre, si vous voulez, entre les troupes israéliennes et les troupes iraniennes. Donc c'est ça aussi la spécificité de ce conflit et qui le rend intéressant pour notre compréhension des guerres du XXIe siècle. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça nous a permis de comprendre encore plus de manière approfondie votre livre et j'encourage vraiment les personnes à l'acheter pour pouvoir comprendre cette histoire de conflictualité qui continue et qui perdure depuis 1979. Parce qu'il est essentiel également de se remémorer l'histoire pour comprendre également les tensions et les positionnements de chaque État au conflit. Et puis, on arrive à avoir une meilleure visibilité et essayer de comprendre et espérer qu'on puisse voir aussi la fin de cette guerre et étudier comment cette fin de guerre se fera. Et donc, merci pour votre temps et merci pour donc, toutes vos réponses tout aussi intéressantes que pertinentes à chaque fois. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.